Eh bien, bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir pour cette table ronde. Une table ronde qui s'inscrit complètement dans la thématique de cette journée, à savoir une réflexion sur la responsabilité de la filière vin au niveau environnemental, mais également, on le verra, au niveau social. Alors, pourquoi est-ce qu'on est heureux que cette thématique soit à l'agenda aujourd'hui? C'est parce qu'à moins d'habiter sur la planète Mars, on est quand même tous très conscients aujourd'hui de l'importance des sujets liés à l'environnement, liés au réchauffement climatique, liés au dépassement des limites planétaires. Et dans le monde du vin, on s'est beaucoup posé la question de quel va être l'impact du réchauffement climatique sur le vin. Ça, c'est la question qu'on entend beaucoup. Et puis, on ne va pas finir de l'entendre. Nous, on propose quand même dans cette table ronde d'aborder la question de prendre la question à l'envers ou de prendre la question peut-être dans le bon sens. C'est quel est l'impact de la filière sur le réchauffement climatique? Parce que c'est un cercle vicieux, c'est dans ce sens-là qu'on va essayer de prendre les choses. On a fait le choix effectivement de prendre cette table ronde sur le sujet des solutions. C'est un peu quand même aussi la thématique de la journée. On l'a vu à l'instant avec Audrey Borrello sur la viticulture régénérative, on l'a vu avant avec Thwaite Rose, on l'a vu ce matin avec le réemploi. Il y a des solutions, il y a des pistes, et on avait envie d'inviter des gens qui mettent déjà en place des réflexions, des solutions sur ce sujet. Donc, avec moi aujourd'hui, on a Florence Vélex, on prononce le X, Florence Vélex du Vinopole. Nous avons Marie Gagné d'Interloire. Nous avons Iris Borut des Vignerons Engagés. Nous avons Lionel Rangeard de l'INRAE. l'INRAE, on prononce le E. Et Marta Mendoza du Porto Protocol. Et je la remercie parce qu'elle va nous faire l'honneur de parler en français aujourd'hui avec nous, voilà, comme ça. C'est ça, ouais. Et si jamais on peut passer en anglais, il n'y a pas de souci. Alors, ce que je vais vous proposer tout simplement, peut-être pour commencer, c'est de vous présenter chacun et chacune, de nous parler un peu de vos organisations, de ce que font vos organisations, puis de la mission que vous avez dans cette organisation. Allez, on commence dans l'ordre à la table. Bonjour à tous, je suis Florence Vélex, je suis vigneronne déjà, de base. Et je préside le Vinopole, qui est une structure dont on vous présentera le rôle, mais en gros qui s'occupe au sein de la filière ligérienne du Val-de-Loire du grand futur. Et je dis toujours, parce que je trouve que ça présente bien, pour que nos petits-enfants, ou au moins mes petits-enfants ou mes arrière-petits-enfants, ne disent pas qu'on a été des gros imbéciles. Ils nous le diront de toute façon, mais voilà, essayez d'anticiper le futur. Quand je leur ai demandé le grand futur, elles m'ont dit, je dis 2030, elles m'ont dit, oh non, ça c'est 2050, on parle. Donc bonjour, je m'appelle Marie Gagné, je travaille à Interloire, donc l'interprofession des vins du Val-de-Loire, et je suis directrice de la prospective, donc le pôle qui regroupe le service technique, économie, études et data informatique. Bonjour, je suis Iris Borut, directrice de l'association Vignerons Engagés, qui est l'organisation professionnelle pour la RSE dans la filière vin. Et donc on a deux grandes missions, à la fois promouvoir le label Vignerons Engagés, également développer l'engagement RSE, donc sociétal et environnemental, de nos adhérents, à la fois des producteurs, des négociants, des distributeurs, etc. Bonjour, Lionel Rangeard. Moi, je suis chercheur à l'INRA de Dijon, donc Institut national de recherche agronomique. Mais je ne suis pas agronome, je suis écologue et ma spécialité, c'est la biodiversité des sols et notamment des sols viticoles. Donc, je vais parler un peu de l'empreinte de la viticulture sur cette biodiversité. On a déjà un petit peu parlé avec l'intervention d'avant et un peu ce matin. Donc, c'est sur ce point-là que j'interviendrai. Alors, quelle est la différence entre écologue et écologiste? On ne fait pas de politique, en fait. Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis Martha, je travaille pour Porto Protocol. Nous sommes une organisation internationale qui travaille pas seulement avec des producteurs du vin, mais des autres agents de la chaîne de valeur et qui partagent ce qu'ils font pour mitiguer le changement climatique. Et il fait ça d'une plusieurs façons, mais avec des solutions très pratiques qu'ils ont étudiées et implémentées. Et ce que nous essayons de faire, c'est de promouvoir l'interchangement de connaissances. Merci. Merci. Porto Protocol, qui a un réseau, un think tank, un petit peu, on peut dire, qui n'est pas encore très connu, peut-être en France, mais qui mériterait d'être connu. Donc, merci à Martha d'être ici. Ce qu'on voulait mettre en scène vraiment à travers ce panel, c'est vraiment
une approche globale. Il n'y a pas un endroit en particulier où on va pouvoir faire changer les choses en termes de limitation de l'impact. Ça va toucher toute la chaîne de valeur. Donc, ce qui nous intéressait, c'est vraiment d'avoir des gens sur toute la chaîne de valeur et sur une dimension nationale, mais aussi internationale. Alors, là, c'est des questions plutôt pour vous. Florence et Marie. Alors, comment ça se passe quand on veut piloter au niveau de toute une région, le fait de limiter l'impact? Alors, au niveau de la Loire, on a une habitude depuis des années de travailler ensemble sur plein d'enjeux, notamment les connaissances fines de nos terroirs. C'est des travaux sur lesquels on a travaillé depuis le début des années 80, puis 2000. Là, pour travailler vraiment ensemble sur demain, pour nous, demain, c'est 2030, on a un plan de filière Val-de-Loire qui est vraiment notre feuille de route au quotidien et qui va structurer notre ambition sur les dynamiques de création de valeur, de distribution de cette création de valeur, sur nos engagements environnementaux, sociaux et sociétaux. Donc on a toute une partie d'indicateurs qui sont vraiment notre feuille de route pour aller jusqu'en 2030 et ils sont suivis avec tous les acteurs autour de la table. Par exemple, au niveau des enjeux techniques et environnementaux, on a autour de la table les pépiniéristes, les acteurs de la recherche, de l'enseignement, de la transmission, les conseillers d'entreprise, les vignerons bien sûr et les négociants. Donc on a vraiment déjà notre organisation sur le futur proche 2030 qui est déjà très structurée. Par contre, comme on le disait tout à l'heure, on voulait travailler sur le grand futur 2030-2050 et on voulait sortir du cadre. Donc en Loire, on s'est doté d'une structure qui s'appelle le Vinopôle, qui est présidée par Florence et qui a comme objectif d'aller travailler avec des acteurs ou d'autres filières avec qui on n'a pas l'habitude de travailler au quotidien, qui ne sont pas dans les tours de table quand on travaille sur la technique. Donc c'est des universités avec qui on ne travaillait pas, ce sont des start-up et vraiment à travailler sur de l'innovation en rupture, un peu de l'innovation nouvelle pour se plonger dans le futur lointain 2030-2050. D'accord, donc il y a déjà des choses qui sont mises en place, ce n'est pas une découverte non plus pour vous le fait qu'il y ait un changement climatique Alors, nous, le changement climatique, ce n'est pas un point sur lequel on a voulu travailler aujourd'hui parce que c'est déjà pleinement opérationnel. Il y a déjà des boîtes à outils à disposition pour les vignerons sur les scénarios du GIEC, les conséquences sur le chenin ligérien, sur les différents scénarios du GIEC. On a déjà vraiment des boîtes à outils opérationnelles à disposition des vignerons. Donc on voulait aujourd'hui parler non pas du changement climatique ou du poids des bouteilles ou d'autres thématiques qui sont déjà dans notre quotidien. Et on voulait aborder une autre thématique qui est plus une thématique d'innovation et que je vais peut-être laisser Florence présenter. Oui, parce qu'il y a un exemple assez précis, je crois, que vous avez. On a fait le choix de vous présenter un exemple qui est un travail sur nos déchets. D'une façon générale, nos déchets, c'est une vraie question, mais il y en a un particulier qui sont nos ceps de vigne. Et en fait, notre objectif, il est complètement de changer notre appropriation du déchet. Aujourd'hui, un déchet, c'est un truc dont il faut se débarrasser. Et entre autres, quand on parle des ceps de vigne, ça veut dire qu'on va payer, et je répète bien, on va payer quelqu'un pour venir nous enlever nos ceps de vigne et que la personne qu'on a payée va se débrouiller pour le valoriser. Donc on a notre filière qui se débarrasse du déchet et le modèle économique de la gestion et de la valorisation du déchet nous échappe complètement tant en valorisation, mais aussi en pertinence. C'est-à-dire qu'on n'a aucune vision de ce qui va se faire. Donc on s'est dit, ça ne va pas du tout cette histoire, il faut qu'on change. Changer, ça veut dire qu'on arrête de penser que c'est un déchet et on pense que c'est un produit. Et ce produit, on se dit comment on va le valoriser, au moins comment est-ce qu'on fait pour savoir ce qui devient et qui ne nous coûte rien et comment on co-construit un modèle de traitement des déchets avec évidemment des filières qui ne sont pas nous. Ce n'est pas nous, vignerons, enfin nous, filières ligériennes, qui allons traiter nos déchets. Et sur les ceps de vigne, on est en train de regarder, alors tout ce que je vous dis là, c'est vraiment au stade du projet et au stade de la réflexion. Alors, avant de vous dire ça, la première chose quand on parle de déchets, c'est qu'il faut les quantifier. On ne peut pas dire, je vais travailler sur la gestion de mes ceps de vigne si j'ai aucune idée de combien il y en a. Et là, Marie, elle a fait le boulot, je la laisse vous le présenter. Donc, au niveau d'Interloire, on a fait avec l'IFV un atlas qui va en fait quantifier et géolocaliser notre production de cèpes de vigne aujourd'hui. Parce qu'on on a un vignoble en Loire qui est stable depuis 15 ans en surface, mais on a un vignoble qui est jeune et donc qui est régulièrement arraché, renouvelé. Donc, on a, comme tous, de la production de cèpes. Donc, on a fait un atlas qui géolocalise et quantifie la production annuelle de cèpes. Et comme dans le CAP 2030, on a une visibilité sur les orientations en volume et donc en surface pour nos différents vignobles, on est capable de quantifier la pérennité de notre gisement en cèpes et de sa géolocalisation. Donc en gros, on sait qu'on peut fournir presque 10 000 tonnes de matière sèche par an. On le sait.
Donc ça, c'est une donnée. Maintenant, si on veut valoriser, la première chose, il y a 3 éléments. Il y a organiser la collecte. On va y revenir. Il y a deuxièmement, choisir une chaîne de valorisation. Il y en a plein, mais il y en a une qui nous intéresse plus particulièrement parce qu'il y en a qu'on a essayé mais qui ne nous paraissent pas très pertinentes parce que nos cèpes de vigne, c'est quand même pas un bois très noble. Hein. Il y a de la terre, il y a des cailloux, il y a tout un tas de trucs qui seraient peut-être, et tout ce que je vous dis, c'est vraiment des peut-être de la pyrogazéification. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser nos cèpes de vigne pour produire des biogaz qui seraient utilisés localement? Alors, à partir du moment où on a dit ça, on a 3 choses à faire. La première chose, c'est d'organiser notre filière pour la collecte des cèpes de vigne. C'est-à-dire comment nous, vignerons, quand on a arraché, on va mettre nos cèpes dans un point de collecte. Alors, il se trouve qu'on sait le faire, on le fait pour le marc de raisin. Mais comment est-ce qu'on organise ça au niveau de notre filière? Ça n'a l'air de rien, mais ce n'est pas hyper simple. Deuxièmement, comment on s'assure de la voie de valorisation? Et donc, puisqu'on est dans la démarche vraiment de l'évaluation environnementale, on va faire des analyses de cycle de vie pour ne pas tomber dans les griffes de quelqu'un qui nous dirait « Ouais, ma chaîne de valorisation, elle est top géniale ». Non, on va, par organisme indépendant, vérifier que ce n'est pas débile ce qu'on envisage. Deuxième chose. Et ensuite, si tout ça se passe bien, on va structurer, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire pour que notre valoriseur puisse être sûr de récupérer des intrants pendant de longues années, parce qu'il ne s'agit pas simplement de dire « Ah ouais, on va rapporter nos cèpes de vigne à Monsieur X ». Si Monsieur X, demain, il les a plus, il se passe quoi? On a mis en place une production de gaz et puis on a une usine qui ne produit plus? C'est complètement incohérent. Donc on voit bien qu'on a un enjeu énorme de structuration de la filière et de sécurisation pour nous de nos enlèvements, non coûteux. Si c'est valorisé, c'est encore mieux, mais au moins non coûteux. Et deuxièmement, de sécurisation de la chaîne de valorisation. Et ça, évidemment, comme le disait Marie, on travaille avec des gens qui ne sont pas du tout dans notre filière. Moi, je vous assure que les réactions chimiques de l'apiro, je n'avais jamais entendu parler, mais voilà. C'est exactement sur ce genre de modèle qu'on essaye de travailler. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Donc, on a vu de la pyrogazéification. Donc, concrètement, on crée du gaz avec le... C'est ça, et c'est brûlé à très haute température, entre 400 et 1000 degrés. D'accord. Il y a d'autres choses, d'autres débouchés potentiels? Ah, il y en aurait, mais c'est la piste qu'on étudie le plus sérieusement en ce moment, parce que tout ce qui est pelé, ça pose quand même des grosses questions d'utilisation de notre type de bois. Et puis, c'est très, très mal valorisé. Donc, pour l'instant, quand on fait des pelés ou du bois de chauffage, on doit payer, nous, pour qu'on enlève nos cèpes. Donc, bon, il y a peut-être la pyrolyse. Mais voilà, ce qui nous intéressait aujourd'hui, c'était de parler de cet exemple-là, parce qu'il n'est pas mature, hein, mais il est peut-être, je répète, hein, très, très, très intéressant pour nous. Et je crois avoir compris aussi que vous travaillez vraiment sur une dimension très, très locale. C'est-à-dire pas sur forcément un grand bassin, mais aussi avec au plus près de la production, ou pour avoir un peu de finesse là-dessus. Oui, comme Marie le disait, on a une vraie vision de où on produit nos cèpes. A priori, dans les premiers modèles qu'on a fait tourner, c'est intéressant. Le bilan est correct. Si on tourne autour d'une centaine de kilomètres autour de l'usine, ce qui est pas mal, à vérifier. Hein, ce sera peut-être 50, ce sera peut-être 150 quand on aura fait tourner les modèles. Mais vous avez tout à fait raison, on est dans une échelle territoriale. Et la contractualisation et la sécurisation sera territoriale. Parce que l'idée, c'est de ne pas faire traverser des cèpes de frais, des cèpes toute la France, hein, pour à la fin perdre plus qu'on ne gagne. Super. Merci beaucoup pour cet éclairage, puis on reviendra peut-être un petit peu dessus tout à l'heure. Avec Iris Borut, on avait envie d'aborder peut-être les choses sous un autre angle. On a parlé bien sûr de l'impact environnemental de la filière, mais dans toutes les stratégies RSE, il y a le S également, le S de social, sociétal. Et je crois que c'est un focus qui est super important pour vous au niveau des vignerons engagés. Oui. Ok, merci. En effet, quand on s'est appelé avec Arnaud, on s'est dit, bon, ben, de quoi est-ce qu'on a aussi envie de parler avec vignerons engagés? En effet, il y a la partie environnementale. Moi, aujourd'hui, j'avais aussi envie d'appuyer sur les aspects plutôt sociaux, sociétaux. Déjà, un premier point sur lequel on parlait de collectif. Donc, on voit à l'échelle d'une interprofession, il y a moyen de mettre en avant des pratiques, mettre en marche, mettre en action des personnes au niveau collectif. C'est la chose qu'on essaie de faire et qu'on fait aujourd'hui chez Vignerons Engagés. À peu près 5% du vignoble français qui est labellisé ou en cours de labellisation. Un certain nombre de projets un peu partout en France, des projets nationaux, des projets plutôt à l'échelle locale. Et alors parmi les sujets que j'avais envie de mettre en avant, il y a un autre projet du moment qui est autour du changement climatique et de l'impact sur les humains.
parce qu'on parle beaucoup du réchauffement climatique, du changement climatique et de l'impact sur l'environnement, mais beaucoup moins de l'impact sur les hommes et les femmes qui travaillent, et notamment les humains qui travaillent. Et en fait, tout ça pour dire que du coup, on a lancé tout un chantier avec d'abord une masterclass qui a eu lieu en décembre pour se dire, bon, c'est quoi aujourd'hui les impacts du changement climatique sur les conditions de travail. Pour Mémo, on a eu 6 personnes qui sont décédées pendant les vendanges 2023 à cause des fortes chaleurs, à cause de la canicule tardive. Donc c'est vraiment un sujet qui est très prégnant. Pendant cette masterclass, on a fait un sondage auprès de nos adhérents pour voir comment ils étaient dès aujourd'hui touchés par le changement climatique pendant les vendanges, donc les fortes chaleurs, l'augmentation des aléas climatiques, aussi les différences de réactivité de certains composants chimiques, de la volatilité aussi qui va changer. Donc il y a énormément de conséquences qui arrivent et sur lesquelles on n'est pas prêt. Et donc c'est la raison pour laquelle on va lancer toute une enquête là au printemps auprès de 10 entreprises, à la fois CAF coopérative, CAF particulière. Et l'objectif, ça va être vraiment sur tous les maillons de la chaîne, du saisonnier détaché jusqu'au gérant de l'exploitation, savoir comment ils sont touchés par le changement climatique. Et le but de ça, ce sera derrière de mettre en place une action collective, des recommandations, etc. Alors, nos adhérents et même la filière ne nous a pas attendu pour aménager les horaires de vendange, ouvrir plus tôt, fermer plus tôt, etc. Mais malgré tout, on voit qu'il y a un enjeu d'aller faire des études là-dessus. Il y a eu une étude de France Stratégie sur le climat et les conditions de travail qui est sortie il y a quelques mois de ça et qui indique qu'il y a un besoin criant d'aller enquêter, mais de manière sectorielle. Il y a une étude, dans cette étude, ils ont mesuré quels étaient les métiers qui étaient les plus touchés par le changement climatique et les hausses des températures. En 1, il y a le BTP et en 2, il y a le maraîchage et la viticulture. Donc on est vraiment extrêmement touchés, mais pour l'instant, à l'échelle de la filière, on n'a pas fait grand-chose. Donc c'est la raison pour laquelle on s'est saisi de ce sujet de l'impact du changement climatique sur les conditions de travail et la santé. La santé des travailleurs de la vigne. Oui. Super. Alors il y avait un autre sujet aussi qui, je crois, vous tient à cœur et dont peut-être on parle pas assez, qui est un sujet autour du sexisme dans la filière, qui est un vrai sujet, un vrai impact social aussi. Oui, alors on passe un peu du coq à l'âne, mais c'est plein de sujets qu'on adresse. Hein. C'est l'avantage de la RSE, c'est qu'on peut brosser plein de sujets très différents. Aujourd'hui, et même depuis plusieurs années, au sein de Vignerons Engagés, on a mis en place un plan d'action pour lutter contre les stéréotypes de genre, contre le sexisme et pour favoriser la parité dans les entreprises. Le constat initial, c'était de nouveau, on part d'une enquête, hein, on va interroger les personnes qui sont sur le terrain, on va s'appuyer sur des chiffres. J'ai retrouvé l'enquête qui date d'il y a 2 ans ce matin. Il y a 70% des personnes qu'on a interrogées qui ont indiqué avoir déjà été témoins ou subi des situations sexistes dans leur milieu de travail, dans le cadre du vin. Donc partant de là, on s'est dit, qu'est-ce que nous on peut faire à notre échelle ? On ne va pas non plus révolutionner toute la filière, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle de Vignerons Engagés ? On a mis en place plusieurs choses. Tout d'abord, on a formé tout notre conseil d'administration à le management de la parité, à qu'est-ce que c'est qu'un stéréotype de genre, comment ça va s'appliquer dans l'entreprise. On a lancé une formation qui s'appelle Leadership au féminin, qui aujourd'hui en est à sa 8e édition. On a formé plus de 70 femmes avec des conséquences qu'on n'aurait jamais espérées sur la manière dont elles ont déployé leur carrière, pris leur place, pris la parole, etc. On continue, on a encore une promo là, au printemps, donc s'il y en a que ça intéresse dans la salle, je vous invite vraiment à prendre contact avec nous. Et après, à l'occasion des rencontres Vignerons Engagés, donc ça c'est 2 jours de séminaires, de conférences, d'ateliers, de dégustations, de visites, etc. Cette année, ce sera les 21-22 mars en Champagne. Régulièrement, à l'occasion de ces rencontres annuelles, on met des ateliers thématiques sur le sexisme et les stéréotypes de genre. Et cette année, on a pris un pan un peu différent. Ce sera sur comment bien accueillir une salariée après un retour de congé maternité. Parce pareil, il y a des études là-dessus qui montrent que... Je vois des personnes qui font comme ça de la tête dans la salle. Bon. On voit qu'il y a encore du boulot et ça peut être un vrai levier de fidélisation, même de recrutement, d'attractivité et même de bien-être tout d'abord, hein, en premier lieu, de savoir bien accueillir les femmes de son entreprise après le congé maternité. Merci pour ce sujet qui est moins lié à l'environnement, mais qui est lié vraiment aux impacts sociaux, en tout cas d'une filière. Et peut-être un dernier point sur la dimension du réemploi. On en a beaucoup parlé ce matin dans une des tables rondes, mais au niveau des vignerons engagés, le réemploi, c'est-à-dire réutiliser les bouteilles de verre, au lieu de penser des bouteilles de verre à usage unique. Donc là, quelles sont les initiatives au niveau des vignerons engagés ? Alors là, c'est un sujet
qu'on adresse depuis un certain temps, que ce soit le réseau réemploi, consigne, etc., qu'on mobilise régulièrement auprès de nos adhérents pour motiver, on voit quand même que, de manière générale, comme pour le reste de la filière, il y a un certain nombre de freins. Par contre, ce qui est très enthousiasmant, c'est de voir que les acteurs du réemploi, les porteurs de projets du réemploi se mobilisent vraiment. Il y a une vraie professionnalisation, il y a des offres qui sont de plus en plus complètes, de plus en plus en face aussi avec les attentes des professionnels du vin. Donc ça se lance. Voilà. Chez nos adhérents, ce qu'on constate, c'est que ça va être comme pour ailleurs, hein, par petits pas, par petite gamme. Mais finalement, les retours étant bons, ça se démocratise de plus en plus. Mais après, il y a quand même des enjeux très forts autour de comment on va structurer la filière pour augmenter le taux de retour des bouteilles. Parce que même si on lance des gammes, l'idée initiale, c'est quand même d'avoir un taux de retour de bouteilles qui soit le meilleur possible. Super, merci. Je pense qu'on reparlera de réemploi tout à l'heure avec Martha. Mais avant, je voulais passer la parole à Lionel Rangeard. Alors, si on parle de l'impact sur la filière vin, bien sûr, il est important de parler de ce qui constitue le support de la viticulture, à savoir nos sols, les sols. Et à ce sujet, vous menez des études au niveau national. Je vous laisse nous en dire un petit peu plus sur votre mission et les études que vous menez. Oui, avant, il faudra remettre à jour la photo parce qu'elle date de 15 ans. Et c'est moi, mais il y a 15 ans. Donc, merci pour le... mais bon. Oui, le sol. On ne parle pas beaucoup du sol, hein, surtout dans un salon du vin comme ça et pas trop de la viticulture. Donc, c'est quand même le principal support de la production viticole, hein, mais de beaucoup de services aussi aux sociétés. On ne va pas rentrer là-dedans. Et c'est vrai que depuis une vingtaine d'années, 20-30 ans, les instituts publics de recherche ont beaucoup investi pour mieux décrire la biodiversité des sols, parce qu'on savait qu'elle était importante. Aujourd'hui, on estime à 60% de la biodiversité totale de notre planète qui se trouve dans le sol. Jusqu'à il y a quelques semaines, c'était 30%, et c'est des chiffres qui ont été revisités et qui sont montés à 60%. Donc le gros de la biodiversité, il se trouve dans le sol, et dans ce sol, cette biodiversité, c'est un patrimoine pour les viticulteurs, pour les agriculteurs, et c'est un patrimoine fonctionnel. Donc c'est des espèces, c'est des individus, et c'est des fonctions portées de fertilité, de dépollution, de structure du sol, donc de réserve hydrique, de résistance aux maladies, etc., etc. Plein de choses qu'on a démontrées ces dernières années sur le lien entre la biodiversité et les grandes fonctions du sol. Et donc il est hyper important d'étudier cette biodiversité, et même pour un viticulteur, ou un agriculteur en général, ou même tout propriétaire de sol, c'est hyper important de savoir quel est le niveau de biodiversité de son sol. On a un petit peu parlé avec l'intervention d'avant, voilà, sur des objectifs de moyens. Nous, on est plutôt pour des objectifs de mesure. Je ne dis pas de résultats parce que voilà, les résultats, c'est toujours un peu coercitif, mais des objectifs de mesure pour savoir où on en est de son patrimoine biodiversité et s'il est dégradé, est-ce qu'il faut changer ses pratiques. Et donc, l'INRA, notamment, a développé depuis une vingtaine d'années des outils pour étudier la biodiversité du sol, et notamment à Dijon, la biodiversité microbienne, des référentiels d'interprétation, parce que si on veut diagnostiquer, il faut un outil et un référentiel d'interprétation. On s'inspire beaucoup de la santé humaine, hein, voilà, y compris sur la réglementation. Et puis après, on a développé des projets où on essaye de battre la campagne viticole en France pour essayer d'inventorier un peu la qualité justement biologique de ces sols et ces notions de biodiversité. Donc c'est le fameux projet Ecovitisol, et qui est un peu comme tout ce qu'on a décrit auparavant, qui est un projet participatif, c'est-à-dire que c'est pas l'INRA dans sa tour d'ivoire qui descend prendre du sol chez les viticulteurs. Il implique les viticulteurs et on restitue les résultats aux viticulteurs sur l'impact de leurs pratiques et de leur mode de production aussi sur la qualité de ce sol. D'accord. Et si on devait résumer en quelques mots, c'est quoi finalement un sol de qualité? C'est quoi la qualité d'un sol? Alors déjà, il y a plein de termes qui circulent, hein. Qualité, santé, voilà. Alors on va plutôt parler de qualité d'un point de vue un peu technique. Alors sans vous faire un cours, hein, il y a 3 pans à la qualité physique, la structure du sol, la texture, sa structure, sa porosité, sa capacité à garder de l'eau. Donc en période de sécheresse, c'est important, à s'aérer, à ce que la racine aussi puisse pénétrer. La qualité chimique, c'est le pH, les éléments minéraux, tout ce qui va faire la fertilité chimique. Et puis, alors ça, c'est des choses qu'on connaît bien depuis 20 ou 30 ans, avec des outils de mesure assez bien calés, avec des référentiels, même si la plupart des viticulteurs et des agriculteurs ne les utilisent pas encore. On estime que 10 à 15% des agriculteurs en France font des analyses physico-chimiques qui sont stabilisées depuis 20 ou 30 ans, avec des vrais référentiels d'interprétation. Donc même sur ces outils-là, le monde agricole et le monde viticole utilisent peu encore ces outils de caractérisation. Et puis récemment, ces dernières années, la recherche, mais pas que la recherche aussi, mais la recherche a développé des outils, des référentiels pour la qualité biologique, c'est-à-dire l'abondance, la diversité des organismes vivants et puis les fonctions qu'ils portent. Donc voilà comment on pourrait définir cette qualité qui va remplir encore une fois des grandes fonctions pour les agriculteurs et les viticulteurs. Et en fait,
Ce qui est important, c'est que ces qualités, nous, en tant qu'écologues, on ne la relie pas à la productivité du système. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire aux viticulteurs, vous allez gagner 200 espèces de bactéries par rapport à votre voisin parce que vous avez une meilleure pratique, vous allez augmenter de 10 hecto-hectares. Ce n'est pas comme ça qu'on calcule. Même si on sait qu'un écosystème biodiversifié, il est toujours plus productif, mais il est aussi plus stable. Donc en fait, la biodiversité et la qualité biologique d'un sol, c'est plus synonyme de durabilité, et Dieu sait que c'est important dans un contexte changeant comme les changements climatiques ou les aléas climatiques. Donc c'est un système qui va mieux résister, qui va être plus durable, et durable notamment au niveau des productions. Donc c'est là où c'est important de bien connaître cette qualité de sol. D'accord, oui, parce que c'est ce qu'on disait justement dans la conférence d'avant. Le sol, c'est un patrimoine qui va remplir des fonctions sur toute la chaîne de valeur. Donc super intéressant. Et je crois avoir compris que vous avez donc fait le choix aussi dans votre projet d'étude de comparer des modes culturaux. Donc c'est là où je vois déjà le sourire, parce qu'effectivement, on va commencer à comparer du conventionnel, du bio, du biodynamie. Alors, verdict, qu'est-ce qu'on constate quand on observe, et sur plusieurs régions? Donc ça, c'est intéressant vraiment d'avoir... Le verdict, il est toujours avec le principe de précaution, parce qu'on est chercheur. Voilà. Non, en fait, le verdict, c'est d'abord, je pense qu'il n'y a que les instituts publics de recherche qui peuvent investiguer des questions qui sont clivantes pour la société. Pourquoi? Parce qu'on le fait en toute objectivité et toute rigueur. Donc c'est vrai que dans Ecovitisol, on est participatif, on amène des outils de qualité, notamment microbiologique des sols. Donc tout ça, déjà, c'est un peu innovant. Et en plus, j'ai envie de dire, on a rajouté un étage. On s'est dit, on va rentrer par les modes de production. Donc il y a toujours la question dans le monde agricole et viticole, est-ce que le bio est plus écolo? Et la biodynamie, qui commence quand même à prendre des parts de surface viticole non négligeables, est-ce que la biodynamie est meilleure que le bio ou moins bon que le bio au niveau du conventionnel? Et donc on est rentré par les modes de production pour avoir des vrais réseau viticole, en conventionnel, en bio, en biodynamie, pour avoir des vrais groupes statistiques d'analyse. Donc on a travaillé en Alsace, en Bourgogne du Nord, en Bourgogne du Sud. Je salue les Côtes-de-Provence dont on sort avec Nicolas Garcia qui est dans l'assistance, voilà, qui a permis la continuité d'Ecovitisol en Côtes-de-Provence, et maintenant on va en Bordelais. Alors le verdict, c'est quoi? Eh bien oui, c'est vrai que quand on passe du conventionnel au bio, on améliore significativement la qualité biologique et microbiologique du sol. Et quand on passe du bio à la biodynamie, on améliore encore un peu la qualité microbiologique, physico-chimique au niveau du sol. Sauf que, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas manichéen. Dans tous les modes de production, on a du vert et on a du rouge. Alors vert et rouge, ce sont les couleurs de nos diagnostics, de qualité notamment microbiologique. Donc rouge, on n'est pas bon, vert, on est bon. On a du vert en conventionnel, mais on a un peu moins de vert en conventionnel qu'en bio, et un peu moins en bio qu'en biodynamie, et on a un peu plus de rouge en conventionnel qu'en bio, et ainsi de suite. Ça veut dire que oui, on améliore quand on passe du bio et même à la biodynamie, mais on a des bio et des biodynamiques qui sont rouges, et on a des conventionnels qui sont verts. C'est-à-dire qu'on peut faire du conventionnel en ayant une bonne qualité de sol, parce qu'indépendamment de la réduction des pesticides, parce que c'est ça qui se cache derrière ces cahiers des charges, et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, le sol n'est pas pris en considération dans ces cahiers des charges qui sont basés essentiellement sur des objectifs de moyens. Et notamment les techniques de travail du sol ou d'enherbement, il n'y a pas de cahier des charges là-dessus, notamment en bio, en biodynamie, qui sont loin de leurs concepts initiaux, écosystème sol, etc., il y a à peu près un siècle. Donc on peut encore améliorer. Ce que je veux dire, c'est que c'est bien de réduire les phytos. Je ne dis pas qu'il faut passer en bio ou en biodynamie, mais en tout cas on améliore le système. Mais on peut encore l'améliorer avec d'autres pratiques comme la limitation du travail du sol. Et puis bien sûr, alors certains territoires le font très bien, d'autres beaucoup moins bien. Je viens de Bourgogne et je peux vous dire que la Bourgogne n'est pas très bonne sur ce point-là, c'est-à-dire qu'ils enherbent très peu. Alors pas la Bourgogne du Sud, mais la Bourgogne du Nord, Côte de Nuit, Côte de Beaune. Ils enherbent très peu et ils travaillent encore beaucoup le sol, et ça dégrade énormément la qualité biologique du sol. Donc c'est bien de passer en bio, en biodynamie, mais ça ne fait pas tout en agroécologie. Et justement, quand on parle d'objectifs de moyens, à un moment, il faut aussi faire des résultats. Il faut mesurer cette fameuse biodiversité qu'on a un peu trop tendance vite à vouloir simuler, alors qu'on ne sait pas la simuler aujourd'hui. Et je le crie haut et fort, on ne sait pas simuler la biodiversité du sol aujourd'hui. On n'a pas suffisamment de données pour le faire avec toute l'intelligence artificielle que vous voulez faire, qui est d'ailleurs un système un peu dangereux. Donc il faut encore le mesurer pendant quelques années pour bien voir ce que donnent ces cahiers des charges et ces changements de pratique. Génial. Donc c'est pas si manichéen que ça, il y a quand même beaucoup de nuances. Alors juste pour conclure peut-être quand même sur ces aspects-là, et sans donner de bons points ou de mauvais points, est-ce qu'il y a des régions qui se distinguent un peu plus que les autres? On va pas forcément faire tout le classement, mais est-ce qu'il y a des régions qui se distinguent plus que les autres sur la qualité des sols? Alors si on fait un classement Ecovitisol, pour l'instant qui ne considère que l'Alsace, la Bourgogne, les Côtes-de-Provence, le premier du classement c'est l'Alsace.
Alors pas pour des raisons de bio et de biodynamie, même si on a beaucoup en Alsace, parce qu'on en prend autant dans chaque mode de production, mais parce que l'Alsace en herbe, historiquement, a limité énormément le travail du sol, parce que dans les années 50-60, ils ont eu beaucoup de problèmes d'érosion, avec des coulées de boue et des gens qui sont morts dans les villages alsaciens coincés en bas de coteaux. Donc ils ont élargi leurs interrants, enherbés de façon pérenne et diversifiée. C'est pareil, les techniques d'enherbement, elles sont encore à découvrir dans chaque territoire. En Méditerranée, on ne fait pas de l'enherbement comme on fait en Alsace, etc. Donc l'Alsace est un territoire qui est assez vertueux en termes de qualité du sol et qualité microbiologique. Après, les autres sont un peu moins bons, mais derrière, il y a les Côtes de Provence quand même qui ont des stratégies d'enherbement, malgré le contexte méditerranéen qui est assez compliqué aussi pour l'implantation, la compétition hydrique de l'enherbement avec la vigne, et donc des baisses de rendement, mais il y a une vraie volonté à vouloir le développer. Puis je vous laisse positionner la Bourgogne par rapport à ça. Et voilà. Et après, là en ce moment, on est sur le Bordelais, donc on verra comment se positionne le Bordelais. Super. Peut-être la Loire un jour. Alors la Loire, justement, on cherche à y aller, mais c'est tellement grand la Loire, donc il faut qu'on discute pour développer un écovitisol en Val-de-Loire. On vous laissera discuter après. Merci beaucoup. On va passer à Martha. Martha, votre organisation, le Porto Protocole, a pour objectif d'animer des réflexions au niveau international. Là, on était beaucoup entre Français, mais là, on va prendre un petit peu du champ sur l'international. Et vous réunissez des acteurs du monde entier pour réfléchir à comment limiter l'impact de la filière. Alors, dans la discussion qu'on a eue, selon vous, le vin et la filière vin disposent de beaucoup d'atouts pour être très exemplaires. Alors, d'après vous, quels sont ces atouts dont dispose la filière vin ? Avant tout, ce n'est pas seulement pour réfléchir, mais aussi pour partager. Ça, c'est très important. Et pas seulement des idées, mais avant tout des solutions et des bonnes pratiques. Seulement pour ça, c'est une différence importante. En ce qui concerne la raison pour que, sans doute, la filière peut être un exemple pour d'autres industries, il y a plusieurs des raisons. Un, c'est nous sommes probablement le seul produit agricole qui parle directement avec le consommateur. Nous sommes un produit émotionnel. Et c'est ça que le consommateur veut savoir et veut interagir. Et par exemple, nous ne savons pas qui est le producteur de la pomme de terre ou de la pomme. Mais du vin, nous savons exactement qui est le producteur et plusieurs fois, nous savons exactement quelle est la vigne, d'où vient cette vin. Alors, ça nous donne un chemin direct à le consommateur et ça veut dire que nous pouvons aider le consommateur à faire les choix en concernant l'environnement. Plutôt, c'est un produit avec une valeur économique supérieure à la pomme de terre et de la pomme parce que je ne me souviens pas des autres mots en français, des autres végétales. Et la valeur économique, ça, une fois plus, c'est un argument important pour avoir cette leaderance en ce qui concerne le combat au changement climatique. Et une raison plus, est-ce que dans presque tout le monde, et nous sommes dans un pays qui est un grand exemple pour ça, la grande partie des entreprises sont familiales. Alors nous comprenons qu'est-ce que ça veut dire de vouloir protéger un patrimoine pour les générations qui suivent. Nous entendons ça. Hier, j'ai écouté que la France, le vin pour la France est le deuxième, j'espère que j'ai bien compris, le deuxième contributeur pour le GDP. Alors ça donne une fois plus un argument très fort pour le vin, pour être un exemple pour les autres industries. Donc un produit à forte valeur ajoutée dans des entreprises patrimoniales, ça nous donne un peu de la liberté, ou en tout cas de la liberté de mouvement. Alors au Porto Protocole, vous avez 4 grands volets d'intervention et de réflexion. Est-ce que vous pouvez nous les détailler ? Il y a, avant de parler les domaines d'impact, il y a un mot que j'ai écouté de différentes façons ici, que c'est collectif et participatif. Alors ça, c'est la plus importante des mots que je peux utiliser en ce qui concerne notre travail. Mais oui, il y a 4 domaines que nous travaillons le plus. Le premier, c'est le packaging. Et pourquoi ? Nous savons parce que c'est l'élément de toute la chaîne de valeur qui contribue le plus
pour le changement climatique. Ouais. On l'a vu ce matin dans l'étude, dans le livre blanc de la WineTech, 52% du bilan carbone global de la filière, elle est au packaging et à son transport. Donc c'est énorme. Et nous travaillons ça de deux façons. Je parle mieux comme ça maintenant. La première, nous sommes en train de produire, il y a un an, un guide qui parle de packaging de première, secondaire et tertiaire. Et ce que nous faisons, c'est nous avons parlé avec plusieurs des vignerons qui ont partagé quelles solutions ils utilisent et nous partageons quels sont les pros et les contre de chaque solution. L'autre action area, l'autre façon de travailler le packaging, c'est le remploi de bouteilles. Mais nous faisons ça à niveau mondial. Et ce que nous faisons, c'est essayer d'être un facilitateur et accélérateur de remploi de bouteilles à niveau mondial. Nous connaissons, j'ai ici 2 personnes dans le public qui le font, de 2 pays complètement différents et 2 continents différents, Diana et Muriel. Et avec nous travaillons dans tout le monde pour essayer de mettre cette solution dans la table. Parce que ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des personnes qui ne croient du tout et qui disent non, ce n'est pas possible du tout. Et ce que nous essayons de faire avec cette personne qui croit que oui, ça peut être une solution, pas la unique solution, mais une solution. Alors c'est pour ça ce que nous faisons, c'est de rejoindre les personnes à travailler ensemble et faire le possible pour accélérer cette solution. Alors ça le premier impact area. La seconde, c'est parce que nous parlons avec des vignerons, et pas seulement, tous les jours, de tout le monde. Et le premier défi, c'est l'eau. Pas seulement l'absence, mais aussi, en quel cas, l'abondance. Et ce que nous essayons de faire, c'est de réunir le plus d'informations possible. On écrit aussi avec quelque chose que nous avons qui s'appelle Climate Talks. C'est des webinaires que nous avons des personnes de tout le monde qui parlent et partagent ce qu'ils font pour une certaine défi d'avoir du vin et changement climatique, avec plusieurs de types de production, d'irrigation, non-irrigation, plusieurs pays, etc., pour après, avec un partenaire, d'essayer de résumer cette information. Troisième, écosystème et biodiversité. Nous avons un projet incroyable que nous adorons, c'est la deuxième network collaborative que nous avons. L'autre, c'est en remploi, et c'est là qui s'appelle Living Vineyards. On a juste lancé ce projet-là. Et nous avons une équipe qui lidère, une fois plus, des membres du protocole de tout le monde, de France, de Portugal et des États-Unis. Et ce que nous faisons, c'est avec des personnes et d'entreprises de 16 pays, de très petits producteurs et quelques producteurs les plus grands du monde travaillent ensemble, pas seulement pour tester son capital naturel avec une tool, je ne sais pas comment dire, qui nous sommes en train de créer ensemble avec tout le groupe pour auditer, pour analyser le capital naturel. Et puis, plus important que ça, pour travailler ensemble, pour s'aider. Et ça, c'est le plus important. Le 4 impact area qu'on travaille, on s'appelle Seeding the Future, qui est planter le futur. C'est un peu un parapluie pour les autres, mais aussi, ça fonctionne aussi individuellement, parce qu'il y a une question que, spécialement les petits producteurs du monde, c'est où est-ce qu'on peut commencer? Où est-ce qu'on peut commencer à combattre le changement climatique? Nous sommes petits, nous n'avons pas de budget ou quelque chose. Et alors, c'est pourquoi nous avons cette 4 impact area. Je n'ai pas le nom en français. Domaine d'actuation. Axe de travail ou quoi que ce soit. En tout cas, j'invite chacun à aller se renseigner sur ce que fait le Porto Protocol. Et entre autres, c'est une plateforme d'inspiration, en fait, vraiment. Sans doute. Et comme j'ai eu la chance de discuter avec vous sur certains des débats, de pouvoir mettre des gens de pays comme les États-Unis, par exemple, qui ont 0 recyclage du verre aujourd'hui. Il n'y a pas de recyclage du verre au verre. Quand vous mettez un Américain et qui va commencer à discuter avec un Autrichien qui réemploie 40% de ses bouteilles, ça donne des conversations extraordinaires. Donc, voilà.
J'invite chacun à aller se renseigner. Merci beaucoup Martha pour Merci. ces informations. Le temps passe, on va se donner encore 5 minutes peut-être pour conclure. Et moi, ce qui m'intéressait dans la conclusion, c'est, puisqu'on a la chance d'avoir des membres éminents de la filière dans cette salle aujourd'hui, c'est si on devait donner des conseils. Aujourd'hui, si on devait donner des conseils, c'est quoi le premier pas quand on est une organisation pour mettre en place demain des mesures, des solutions pour limiter l'impact dans la filière? Qui a envie de commencer? On va refaire le tour. Au niveau des grands enjeux de demain, je pense que nous, le premier conseil qu'on donnerait, c'est de travailler collectivement, sur une approche collective et participative. Alors après, on est un peu mordu et piqué au collectif chez nous, mais il y a des enjeux qui nous dépassent. Et du coup, le collectif peut aider à mettre en place des outils faciles, en libre accès pour les vignerons, en un clic sur leur exploitation, et des outils vraiment pratico-pratiques pour chacun, mais qui ont été construits, réfléchis à plusieurs, et réfléchi en inspiration avec les équipes de recherche, où on a été s'inspirer avec d'autres bassins de production, qu'ils soient en France ou à l'international, avec des groupes, des collectifs qui ont été poussés plus loin certaines thématiques. Donc nous, le conseil, c'est prenons de la hauteur et travaillons collectivement. Merci. Oh ben je 100% d'accord. Je rajoute juste que tout ce collectif s'ouvre à d'autres collectifs. Voilà. Je crois qu'on n'évoluera pas dans le changement climatique si on continue à travailler filière par filière. Il faut s'ouvrir aux autres filières agri et aux autres filières énergétiques et tout ce qu'on veut. C'est collectif et collectif avec les autres collectifs. Merci. Iris? Je rebondis sur ce que vous venez de dire. On a créé le collectif La Troisième Voie, justement, avec d'autres démarches similaires à Vignerons Engagés dans les fruits et légumes avec Demain la Terre, les produits laitiers, la viande avec Bleu Blanc Cœur, etc., etc. Donc, je vous rejoins. Ouvrons nos chakras, entre guillemets. Et après, sinon, de manière très opérationnelle, je profite d'être là pour faire le petit coup de pub, mais également pour vous inviter très fortement à aller vous renseigner sur le programme des rencontres vin et RSE qu'on organise en Champagne le fin mars, avec des thématiques très variées, à la fois des sujets environnementaux, des sujets sociaux, des sujets autour de l'éco-anxiété. On a Arthur Keller qui est un éminent conférencier qui va venir faire le show et secouer un peu les cocotiers pendant 1h30. Donc venez voir le programme, et si ça vous intéresse, il reste quelques places. Donc on vous attendra avec plaisir, et ça peut permettre de nourrir aussi vos réflexions, de rencontrer des gens, de faire des ponts avec ce que vous avez déjà dans vos exploitations d'entreprise. Donc venez en Champagne. Bravo et bien joué d'avoir invité Arthur Keller. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ses conférences ou entendu ses conférences. C'est une bonne torgnole, comme on dit dans le jargon. Merci. Lionel? Des conseils et préconisations. J'ai déjà en donné une à l'INRA, en fait, si je peux me permettre, à mon institut, c'est de faire plus de participatif, parce que ça permet vraiment d'échanger les savoirs et de transférer ce que fait la recherche assez rapidement, en termes d'outils, en termes de connaissances opérationnelles, bien sûr. Le fondamental, on le laisse en amont et on le valorise. Et puis au monde viticole, je ne vais pas donner de conseils, en tout cas pas sur les pratiques, parce qu'on n'est pas là pour apprendre aux viticulteurs, mais plutôt sur une chose, mesurer. Mesurer la qualité de vos sols. Je parle du sol, mais en général, mesurer la qualité de vos sols. Sortez un peu des objectifs de moyens, regardez où vous en êtes, et après, vous ferez du régénératif, de l'agroécologie, ce que vous voulez, du bio, de la biodynamie, de la conservation en vigne, parce que c'est un peu ça qu'on nous vend. C'est de l'agriculture de conservation, etc. Mais d'abord, mesurez, regardez où vous en êtes d'un point de vue physique, chimique et biologique, et après, vous prendrez des décisions. En médecine, on a réglementé ça. C'est juridiquement interdit, voilà, de faire une préconisation avant qu'il y ait un diagnostic mesuré. Faisons la même chose sur les sols et sur l'environnement agricole en général avant de prendre des décisions. Voilà. Merci pour ce précieux conseil. Martha, un conseil pour la filière? J'ai plusieurs. Le premier, c'est rejoindre le protocole. Oui. Le défi, c'est trop grand. Nous ne pouvons pas le faire seul. Mais je veux dire quelque chose. Les mesures ne peuvent pas être it cannot stop action. Alors, oui, mesure tout, mais commence à faire quelque chose. Par exemple, très pratiquement, le packaging, c'est la façon la plus facile. Alors, pas seul du tout, collectivement, et nous avons écouté ça. Et aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, pas demain. Et le nombre de défis, on l'a vu, si on parle du réemploi, si on parle du sol, il y en a un petit peu. Et puis, le recyclage de la biomasse, ça, il y a beaucoup de défis qui nous attendent. Merci beaucoup à nos participants. On a tenu à peu près nos 45 minutes. On va laisser du temps. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de questions, qu'on va laisser un peu du temps pour des questions. Voilà. Merci beaucoup pour cette première phase. Est-ce qu'il y a des questions?
Des questions? Petite question. Sinon, j'en invente. Hein. Ou sinon, je désigne des coupables, sinon. Pas de questions. Eh bien, écoutez, tout était clair. Merci beaucoup. Merci pour cette participation. C'était super enrichissant. Et voilà, faisons un max pour limiter l'impact de la filière. Merci beaucoup. Merci.